Nous sommes bien sûr le 7 décembre 2016. Ravi de vous retrouver pour les informations de la mi-journée sur l'ORTB. Voici les titres. Le chef de l'État est rentré de Turquie. Dans cette édition, retour sur les temps forts de son tête-à-tête avec son homologue turc, le président Recep Tayyip Erdogan. L'autorité du bassin du Mono sera bientôt réalité. Un atelier étudie les contours pour sa mise en place effective. À suivre dans un instant le compte-rendu. Et puis, musique traditionnelle, il revient au devant de la scène avec un nouvel album. C'est le 7e écrin pour Anis Pépé. Bonjour et bienvenue à tous. Le chef de l'État est rentré de Turquie. Il y a effectué une visite de travail et d'amitié. Accueilli dans la soirée de lundi par les autorités turques, le président Patrice Talon a été reçu dans la capitale Ankara ce mardi par son homologue Recep Tayyip Erdogan. Au cours d'un tête-à-tête, les deux personnalités ont beaucoup parlé coopération. En attendant le point complet de l'entretien entre les deux hommes d'État, retour ici sur quelques temps forts des premières heures de cette visite. Au départ de Cotonou dans l'après-midi du lundi 5 décembre, l'avion qui transportait le président Patrice Talon s'est immobilisé sur la piste de l'aéroport Esenboga en début de soirée. Au bas de la passerelle pour le cérémonial d'accueil, le ministre turc du développement Lutfi Elvan et plusieurs autres personnalités du pays hôte. Les premières heures de cette visite dans la capitale turque ont été marquées par un entretien au salon d'honneur de l'aéroport Esenboga, illuminé par un immense portrait du père de la Turquie moderne, Atatürk. Le président Patrice Talon a eu un bref entretien avec le ministre turc chargé des questions de développement. La coopération bilatérale était au cœur de cet échange qui vient en prélude au tête-à-tête présidentiel prévu pour le mardi. Mais dès son arrivée dans l'espace hôtelier, retenu pour son court séjour, le chef de l'État a laissé venir à lui une délégation estudiantine. Il s'agit de quelques ressortissants béninois en formation dans la capitale turque, Ankara. La première des choses, c'est d'abord de témoigner notre reconnaissance à l'endroit du président de la République qui, aussitôt arrivé, a accordé une grande importance à la communauté béninoise résidant en Turquie. Et il n'a pas tenu compte de sa fatigue, il a voulu aussitôt écouter les préoccupations de la communauté béninoise en Turquie. Nous ne saurions le remercier assez pour cette faveur qu'il a accordée à la communauté béninoise. Nous avons la situation des étudiants béninois qui sont dans une situation précaire parce que, ayant perdu leur bourse suite aux événements du 15 juillet 2016 en République de Turquie, qui a connu une tentative de coup d'État avortée. Alors certains étudiants qui étaient sous des organismes suspendus parce que identifiés comme ayant des relations avec les auteurs de coups d'État étaient suspendus et les allocations qu'ils donnaient à nos compatriotes béninois ont été suspendues. Le président de la République a écouté avec une grande attention cette préoccupation et a souhaité aussitôt donner satisfaction à notre requête. Le tête-à-tête Patrice Talon, Recep Tayyip Erdogan annonce de nouvelles perspectives sur l'axe de coopération Cotonou-Ankara. Après le département du Borgou, ce sont les juridictions de la Liborie qui reçoivent la visite des membres de la Cour suprême, avec à leur tête le président Ousmane Batoko. Objectif de cette tournée, rendre la justice béninoise plus indépendante et crédible, et surtout voir le traitement réservé aux pensionnaires des maisons carcérales. Olviga Messan, Firmin Bassao pour le point de cette visite à Bembereke, Gogounou et Kandi. C'est au pas de charge que le président de la Cour suprême, Ousmane Batoko, brave monts et vallées pour aller toucher du doigt les réalités des juridictions dans le département de la Liborie. L'une des escales ayant retenu l'attention de la délégation
après Bembereke et Gorgounou est la visite des pensionnaires de la prison civile de Kandi. Ici, les conditions de vie sont traumatisantes. Nous avons le problème récurrent de médicaments. Pour la ration alimentaire, il y a un petit problème. Nous n'avons pas quelque chose pour pouvoir quantifier la ration qui est donnée aux détenus. Parce que le tout est fait de l'autre côté. Donc on ne peut pas savoir quelle est la quantité exacte. Partout où le président et sa délégation sont passés, les problèmes leur sont soumis. Mais le président de la Cour suprême se montre peu flexible devant les arguments servis par les auxiliaires de justice pour tenter de se justifier. Ces difficultés matérielles ou ces insuffisances, on ne doit plus prendre ces éléments-là comme prétexte pour violer la loi, pour porter atteinte aux droits et aux libertés des citoyens. Personne ne va vous protéger. Il n'y a aucune transaction possible avec les droits et les libertés. Il n'y a aucun jonglage, ni aucune jonglerie possible avec les droits et les libertés. C'est sacré. Et dans votre pratique quotidienne, c'est vous qui amènerez nos populations à comprendre que, effectivement, le Bénin est engagé dans la construction de l'état de droit. Dans chaque commune visitée, le président de la Cour suprême ne part pas sans laisser ce message fort. Et la police, et la gendarmerie, et la justice, nous sommes tous là pour servir le peuple. Nous sommes tous là pour servir le peuple. Donc nous devons traiter nos concitoyens que nous nous appelons des justiciables. Nous sommes là pour les traiter avec respect et beaucoup de respect. Même celui qui est aujourd'hui incarcéré, il a des droits qu'il faut respecter. Le souci de la Cour suprême de protéger les libertés individuelles et de participer à l'instauration d'un état de droit est sans équivoque, d'où son invite à toujours rester dans la légalité malgré les difficultés inhérentes à l'exercice de la profession. Prochaine étape du périple, Segbana, Banikwara, Karimama et Malanville. Parakou, ville durable, c'est le thème du séminaire organisé par l'équipe municipale il y a quelques mois. À l'issue des travaux du dit séminaire, un comité de suivi a été mis en place pour poursuivre les réflexions et produire à l'autorité un rapport plus exhaustif des propositions et recommandations. Au bout de 2 mois de travaux, l'équipe municipale a reçu, c'était ce vendredi, des mains du président du comité, le rapport général. La cérémonie de remise a eu lieu dans la salle de réunion de la mairie de Parakou. William Aguiar, Simon Villon. C'est un document de plus d'une centaine de pages qui a été remis à l'autorité communale. Un document dont le contenu servira de boussole à l'équipe municipale dans son ambition de faire de Parakou, à l'horizon 2021, une ville réhabilitée, assainie avec une mobilité urbaine dans un cadre de vie décent. Les membres du comité, monsieur le maire, se fondant sur toutes les recommandations formulées au cours du séminaire, ont-ils élaboré le cadre logique des actions prioritaires à mettre en œuvre et découlant des dites recommandations du séminaire. Et le cadre logique intègre 5 objectifs spécifiques, 17 résultats, 67 activités à mener par la mairie et tous les partenaires au développement, un chronogramme et une estimation financière de ces activités-là. C'est un défi. Des résultats attendus au regard des travaux à exécuter, il faudra mobiliser plus de 156 milliards 326 millions de francs CFA. Un budget estimatif bien ambitieux pour une commune financièrement modeste. Le maire de Parakou appelle donc à l'unité d'action pour relever le défi. J'ai maintenant la certitude de ne m'être pas trompé en vous confiant cette mission. En moins de 2 mois, vous avez produit ce précieux document que je reçois officiellement aujourd'hui pour le compte du conseil municipal. C'est maintenant que le plus dur commence. La direction de nos actions pour les 4 prochaines années vient ainsi d'être tracée. Au travail, les amis. Rendez-vous en 2021 pour l'évaluation du dit document.
Inauguration ce mardi d'un module de classe et d'une borne fontaine dans 2 localités de la commune d'Alada. C'est une œuvre de la Fondation Sébastien Ajavon et de ses partenaires, plus que jamais engagés à améliorer les conditions de vie des populations déshéritées. Moncesla Sarouaimon, Aurélie Sauton, reportage. D'un coût global d'environ 25 millions de francs CFA, ce joyau est composé de 3 salles de classe, d'un bureau et d'un magasin entièrement équipé, ainsi qu'un bloc de latrine à 4 cabines. Il est gracieusement offert à la population de Adjadji Zungbomé, une localité enclavée de la commune d'Alada, par ce généreux donateur du nom de Ignacio. Ceci sous la bannière de l'association Michel Gestin pour l'enfance, partenaire de la fondation Sébastien Germain Adjavon. Ce projet a été initié en mois de janvier et nous sommes fin d'année, il est déjà réalisé. Donc il y a très peu d'institutions qui sont aussi dynamiques et je pense qu'il faut vraiment les soutenir dans leur travail et on va essayer depuis l'Europe, c'est de collecter le maximum de fonds pour que cet ouvrage ne soit pas le seul. Grâce à cette œuvre de générosité, les usagers de l'EPP Adjadji Zungbomé peuvent désormais conjuguer leur calvaire au passé. Toutes les fois qu'il pleut, nous sommes frappés et nos affaires sont mouillées. Nous travaillons sous le chaud soleil. Le personnel enseignant par ma voix vous est reconnaissant et vous remercie chaleureusement. Nous vous promettons à vous tous un entretien soutenu et régulier du joyau que vous nous avez octroyé. Dans le mandat d'un maire, inaugurer un nouveau module de salle de classe pour une école est un moment de forte émotion, d'autant plus que l'école c'est le creuset où s'élabore l'avenir d'une génération. Fidèle à sa vocation d'améliorer les conditions de vie des populations, la Fondation Ajavon a également inauguré ce mardi une fontaine d'eau à Drakandji, dans l'arrondissement de Long à Gomé, commune d'Alada. C'est toujours en partenariat avec l'association Michel Gestin pour l'enfance. Et pas très loin d'Alada, la route reliant l'église catholique d'Aglangandan au carrefour Achassonou fait partie des priorités du projet d'urgence de gestion environnementale en milieu urbain PUGEMU. Le maire de la commune de Semepodji et le coordonnateur du PUGEMU viennent de procéder à la remise du site pour le démarrage des travaux. Guillaume Avienou et Enoch Adandé. Charlemagne Ronfort, maire de la commune de Semepodji, et le coordonnateur du PUGEMU, le projet d'urgence de gestion environnementale en milieu urbain, procèdent à la remise du site de la voie reliant l'église catholique d'Aglangandan au carrefour Assa-Chonou. La dite voie devrait être pavée dans le cadre de la mise en œuvre du PUGEMU dans la commune de Semepodji. L'ouvrage d'1 kilomètre linéaire va être réalisé par l'entreprise Vico ABS BTP et AER Service pour un montant de plus de 3 millions de francs CFA. Nous sommes venus aujourd'hui faire la remise d'autres sites dans la commune de Semepodji, ensemble avec le maire de la commune, de l'eau d'environ 1 kilomètre qui va prendre devant l'arrondissement d'Aglangandan, voilà, et qui continue jusqu'au niveau du carrefour Assa-Chonou. Bon, c'est vrai, et la suite, on aimerait que ça aille jusqu'au niveau du lac. Mais pour l'instant, ce qui va être fait va permettre de renforcer ce qui se fait ici présentement. Pour le conseil communal, le pavage de cette voie devrait soulager plus d'un. C'est une joie qui m'anime ce soir. Et si j'ai un mot à prononcer, c'est de remercier l'ensemble des acteurs, et particulièrement le gouvernement béninois et la Banque mondiale, qui ont compris que pour des communes comme celle de Cotonou, de Sémé ou d'ailleurs, doivent vivre ensemble, réussir à assainir ces milieux pour donner un mieux-être aux populations. En attendant la présence des bulldozers et autres machines de BTP sur le site, les autorités de la commune invitent les riverains à libérer les emprises du chantier. Et puis, Wildaf Bénin dit non au mariage forcé. Cette ONG de lutte pour les droits des femmes et leur développement en Afrique en général s'engage à décourager le phénomène du mariage forcé au Bénin. Après des séries de sensibilisation, Wildaf Bénin a rassemblé à Aplaroué les leaders d'opinion du Koufo afin de leur donner les moyens d'alerter et de dénoncer les cas de mariage forcé. Reportage Cyprien Lekossou.
Cette fille, à l'âge de 14 ans, a été victime de mariage forcé. Son propre père, en complicité avec son frère aîné, l'ont emmené contre sa volonté à rejoindre le toit d'un homme au Nigeria. Je suis élève en classe de CM2. Je devais aller à l'examen, mais c'est fait que mon papa m'a dit de rejoindre mon grand frère au Nigeria. Innocemment, j'ai suivi ce que mon papa a dit et je suis allée au Nigeria. Moi, je ne savais pas que mon grand frère avait déjà négocié avec les hommes à qui il voulait me donner forcément en mariage. Donc, une fois arrivé là-bas, les gars sont d'une localité de Djakotome. Moi, ne les maîtrisant pas, ils m'ont arraché, ils m'ont attrapé de force. Le phénomène du mariage forcé est très accentué dans le département du Koufou. L'organisation non gouvernementale Wildaf Bénin s'emploie à freiner ou décourager la pratique. L'ONG a rassemblé les associations de jeunes, les hommes de médias, les comités villageois de veille, les groupements de femmes, les forces de sécurité, les têtes couronnées, afin de leur donner les moyens d'alerter et de dénoncer les cas de mariage forcé pour que les auteurs soient sanctionnés. Nous sommes donc avec vous ce matin pour renforcer vos capacités sur les textes de loi qui protègent ces différentes victimes de mariage forcé, afin que vous puissiez vous en servir pour régler les cas qui vous seront soumis. Nous avons dépassé la phase de sensibilisation et on est à l'étape de la phase répressive. Dès que quelqu'un ou les victimes de ce genre de pratiques vont se référer aux OPJ, dès que le tribunal est saisi, que les mises en cause soient rigoureusement sanctionnées. Le mariage forcé a des conséquences graves sur les filles dans la société. Choc psychologique, éducation compromise, les dommages sont nombreux. Le maire d'Aplaroué s'est engagé à accompagner l'initiative. L'autorité du bassin du Mono valide des études pour sa mise en place effective. C'est au détour d'un atelier qui a démarré ses travaux hier à Cotonou. Un atelier qui va permettre de gérer au mieux les eaux du fleuve Mono, ceci pour le bonheur des populations du Togo et du Bénin. Martial Guédiga. C'est un atelier qui se penche d'abord sur l'étude de la constitution de la plateforme des organisations de la société civile, ensuite sur l'élaboration d'un plan stratégique de l'autorité du bassin du Mono et enfin sur la définition des mécanismes de financement durable. Des études qui ont été, selon les organisateurs, soutenues financièrement et techniquement par la CEDEAO. C'est dire donc que l'autorité du bassin du Mono est un projet d'intégration régionale. Depuis quelque temps, la CEDEAO soutient la mise en place d'organismes de bassin, donc d'autorités de bassin au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Actuellement, nous sommes en train de promouvoir 3 nouvelles organisations de bassin, dont l'autorité du bassin du Mono. En fait, la CEDEAO a soutenu le processus depuis 2011. Tout un dispositif qui doit aboutir à la mise en place de l'autorité. Cette série d'activités que vous avez ainsi prévues, qui se dérouleront jusqu'au 9 décembre 2016, ne caractérise que la mise en œuvre continue du contenu de cette feuille de route dont l'aboutissement est d'obtenir la mise en place effective de l'ABM. Aujourd'hui, la synergie dans la gestion des eaux qui se partagent s'impose face aux dysfonctionnements climatiques constatés. Le Togo et le Bénin, nous partageons tous cette rivière et les eaux qui tombent, les eaux de pluie qui tombent de part et d'autre de ces pays se rejoignent quelque part et ça se coule. Alors quand c'est comme ça, il faut une gestion commune. L'eau, c'est la vie. C'est pourquoi, par ailleurs, la rencontre des ministres et chefs d'État doit se préparer pour la prise des décisions.
Le temple Shalom de Rounsouko de l'église protestante méthodiste du Bénin a soufflé sa 30e bougie ce dimanche à Porto Novo. À l'occasion, les fidèles du temple Péniel du même quartier Rounsouko se sont joints à eux. Une traduction du processus de réconciliation et d'union de l'église protestante méthodiste entamé depuis peu. Guillaume Avianou, Bresson-Noubo. Un grand jour pour les fidèles du temple Shalom de Rounsouko de l'église protestante méthodiste du Bénin. La communauté organise une fête d'action de grâce et de reconnaissance pour les 30 ans de la naissance de l'église protestante méthodiste de Rounsouko et les 20 ans de la création de Charity Band. 30 ans dans la vie d'un homme, c'est beaucoup. C'est beaucoup parce que si nous comptons les merveilles de Dieu, tout ce que Dieu nous accomplit, tout ce que Dieu nous donne au jour le jour, nous lui devons remerciement. L'événement de ce jour est essentiel pour nous, méthodistes, sur la terre de Rounsouko, car nous nous rappelons, le 3 août 1986 est né le temple méthodiste sur la terre de Rounsouko. Pour la célébration de cet anniversaire, la communauté du temple Péniel, appartenant jadis à l'autre aile de l'église, s'est jointe à celle de Shalom. Une communion qui s'inscrit dans la dynamique de la réconciliation et d'union des membres de l'église entamée depuis quelques mois. Je vous avoue que la période de crise était une période d'épreuve pour nous. Mais ce que nous avons fait, nous, les quelques jeunes intellectuels qui relèvent de cette église, c'est que nous avons gardé nos relations. Et c'est ça qui fait notre force aujourd'hui. On attendait seulement qu'il y ait un top pour que nous nous retrouvions. Et cela n'a pas raté. Avec cette commémoration, les protestants méthodistes de Rounsouko annoncent vouloir prendre un nouveau départ. Pendant ce temps, les fidèles chrétiens catholiques de la paroisse Saint-Joseph de Tangueta, eux, rendaient grâce au Seigneur Jésus. 70 ans après l'avènement de la parole de Dieu dans la localité, la communauté célèbre l'événement. Le jubilé est placé sous le thème « Avançons au large et jetons nos filets ». Abdoulofou Idrissou, Ousmane Baparapé. Après 70 années d'existence de la Maison de Dieu, les frères et sœurs en Christ rendent grâce. Cette décennie de dévotion, d'amour et d'acceptation de l'autre. Le Dieu Père de tous et par sa paternité universelle nous invite à vivre la fraternité universelle. Le Père de tous soit pour tous le bien très sincère. Voilà la signification que nous donnons à cette célébration. L'année 2016 a été consacrée à une année jubilaire, une année au cours de laquelle chaque chrétien a su apporter sa pierre à l'édification et à la consolidation de l'Église. Aujourd'hui, la communauté paroissiale se réjouit des nombreuses réalisations, tant spirituelles que matérielles, par le biais de l'évangélisation. Je suis arrivé ici avec joie, d'autant plus que moi-même, je suis un pur produit de cette mission catholique. J'ai été enfant de cœur, j'ai été séminariste et puis j'ai vécu dans cette paroisse aux côtés des premiers missionnaires qui m'ont formé et dont je garde un très bon souvenir pour la plupart d'entre eux. Sans la mission catholique, peut-être que je n'aurais jamais été ce que je suis. Loin d'être une simple fête, cette commémoration est une invite à l'approfondissement de la foi chrétienne et à la tolérance. J'ai quitté Cotonou, parfois avec dévotion, parfois pour Jésus et par dévotion pour Saint-Joseph, pour participer au jubilé des 70 ans de la paroisse Saint-Joseph de Tangueta. Je voudrais vraiment inviter toutes les religions qui existent à Tangueta à se mettre ensemble afin que nous puissions vraiment implorer Dieu, que l'on puisse faire du fait que cette commune de Tangueta puisse vraiment prospérer. Avec ses 10 000 fidèles chrétiens environ, la paroisse Saint-Joseph de Tangueta
est l'une des plus anciennes après Natitengu dans le département de l'Atakora. Et voilà qui referme cette édition. Je vous avais parlé à l'entame du 7e écrin de Anis Pépé. On retrouvera le reportage dans nos prochaines éditions. Merci à toutes et à tous d'avoir été là. Bon appétit si vous êtes à table. Cette édition est à retrouver sur notre site, le www.ortb.bj.